Bon, eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire sur le pilotage de peau vibrant en mode aléatoire. Voilà, ce qui fait partie d'une liste de webinaires qu'on a pu organiser autour du pilotage de peau vibrant. Le dernier en date étant le pilotage sur le sinus. Aujourd'hui, l'aléatoire et la prochaine fois, on fera le choc. Comme ça, on aura fait les trois types classiques. Donc voilà, juste pour les microphones sont fermés. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. J'essaierai de les regarder de temps en temps et dans tous les cas, j'y répondrai par la suite. Donc, hop, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va représenter un petit peu rapidement qui on est très rapidement. Ensuite, les rappels de base, un cas appliqué, puis on regardera les solutions, l'accompagnement qu'on peut avoir et les prochains webinaires. Donc voilà, juste pour resituer au niveau du groupe DB donc nous on va venir aujourd'hui vous faire ce webinaire en tant que DB Instrumentation, donc on fournit des solutions et on fait également le support. Au niveau du pot vibrant, vous avez également un laboratoire d'essai chez DB qui vous permet de sous-traiter des essais sur pot vibrant. Je vous montrerai un peu plus tard, on a des photos et la liste des pots qu'on peut avoir. Et puis ensuite, si vous avez besoin de faire un, un laboratoire ou d'aménager un laboratoire d'essai ou des bancs d'essai spécifiques avec du pot vibrant, une salle sourde, des choses comme ça, on va utiliser notre département ingénierie pour vous accompagner. Bien sûr, on peut faire d'autres choses, mais on va rester sur les pots vibrants aujourd'hui. Donc, à la fois du banc d'essai complet, de l'instrumentation et de la prestation via laboratoire d'essai. Voilà. On va passer à la suite rapidement. Donc sur les rappels de base du pilotage de manière générale, je reviens un petit peu dessus à chaque fois, mais ça permet de bien comprendre. C'est un essai environnemental, hein, donc le but c'est avant tout de repositionner l'échantillon, prototype, série, dans son environnement vibratoire et également climatique. Ici, on n'abordera pas le climatique, c'est un essai combiné, mais ça se fait très bien. Le but étant, bien sûr, de valider ou pas un design et de préparer un test normatif. Vous verrez qu'il y a quand même on est assez bien pris par la main, on va dire, et assez bien guidé par les normes. En tout cas, les normes cadrent bien les essais, donc ça les rend aussi quand même plus simples et on est plus serein pour les faire. Donc, je rappelle juste un petit peu le pilotage. C'est un système en boucle fermée. On a un pot vibrant, on a notre système avec un accéléromètre et puis une pièce. On va utiliser cet accéléromètre pour faire un retour. Le contrôleur va compiler un petit peu toutes les datas qu'il a pu avoir en fonction de ce qu'il a besoin, ce qu'on lui demande de faire, ce qu'il avait déjà envoyé et ce qu'il a eu comme retour. Et il va mettre en route un principe de boucle d'asservissement, tout simplement, pour être sûr que ce qu'on lui a demandé, c'est bien ce qui va se passer au niveau du pot. Voilà. C'est tout simplement, hein, c'est relativement simple comme principe. Donc, les niveaux qu'on va mettre en place, ils sont souvent donnés par des normes, en fait, finalement, et même que ce soit les cahiers des charges clients ou cahiers des charges internes, on est très, très souvent dans le cadre de normes. Il n'y a pas d'intérêt de- comment dire, de sévériser une norme, à part quelques cas particuliers, mais la plupart du temps, le but, c'est de respecter la norme, et le client lui-même a une norme à respecter, il vous demande de la respecter, donc je dirais très souvent, en tout cas, ça tourne autour des normes. Voilà, je vous rappelle très rapidement les trois grands domaines. Nous, on va gérer aujourd'hui ce qu'on appelle le large band, l'aléatoire. On a vu la dernière fois le balayage sinus, donc c'est la caractérisation. J'envoie un sinus l'un après l'autre et je regarde comment le système répond, puis je balaye de ma fréquence basse à ma fréquence haute selon un profil. L'aléatoire, je vais envoyer tout le monde en même temps, toutes les fréquences en même temps, sur un principe aléatoire qu'on va regarder. Et puis les chocs, finalement, on va faire de l'impact. Voilà. Si je dois remettre un petit peu ça, et si on compare ça un petit peu à un véhicule, si je veux regarder un petit peu ce qui va se faire au niveau du moteur, finalement, on va avoir des raies bien spécifiques, donc c'est intéressant de faire du sinus. Une fois que la voiture, elle va se mettre à avancer sur la route, donc il va y avoir de l'aérolique, il va y avoir des frottements, il va y avoir des bruits de roulement sur la route.
on va amener de l'aléatoire, typiquement. Et puis, au moment où on va passer dans un nid pool, on va pouvoir simuler ça avec des chocs. Si je dois comparer et simplifier, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on va rester sur de l'aléatoire pur et dur. Donc, on va caractériser en large bande et c'est des choses qui sont utilisées pour faire de la fatigue. Je rappelle très rapidement sur les pots vibrants, on est lié par la force égale masse fois accélération. C'est également valable en aléatoire. Là où ça va être un peu plus compliqué à l'aléatoire, c'est pour aller chercher, à partir d'un profil vibratoire, de pouvoir aller chercher les vitesses et les déplacements. Mais ça, on laisse faire l'ordinateur qui le fait très très bien. Voilà, c'était juste pour repositionner un petit peu. Voilà, la masse, une fois de plus, je fais attention, quel que soit le mode de pilotage, la masse, c'est bien votre bobine, la tête d'expansion ou la table, les outils d'adaptation et un échantillon. C'est bien la somme de tout ça qui va nous donner la force du pot dont on a besoin. On n'oublie pas qu'il peut y avoir des fréquences de résonance sur ce type sur des essais, ça peut arriver, les outils d'adaptation, on peut avoir de la résonance, donc le système est également là pour gérer tout ça, sachant que cette problématique de résonance est beaucoup moins forte en essai aléatoire qu'en balayage sinus, mais ça peut arriver, donc c'est intéressant d'avoir un système quand même bien résolu qui est capable de prendre en charge ces choses-là. Bref. Nous, ce dont on va travailler aujourd'hui, c'est un pot vibrant. On va pas envoyer un sinus, on va envoyer un signal aléatoire, un signal qui va être asynchrone, non déterministe. C'est vraiment de l'aléatoire pur. Le but, c'est de la phase et une amplitude aléatoire suivant une gaussienne. Alors, je sais, on va pas aller trop loin dans toutes ces explications. C'est pas le but de faire du traitement du signal de manière ultra poussée, mais c'est intéressant quand même de repositionner un petit peu tout ça. Et donc, vu qu'on va travailler sur du signal statistique, il y a une première chose qui est importante quand on va travailler, c'est ce qu'on va appeler les degrés of freedom, les degrés de liberté ou les DOF. Euh, c'est tout simplement l'information sur le niveau de confiance qu'on peut avoir sur la mesure d'une densité de probabilité. Voilà, un petit peu barbare. Comme on fait de l'aléatoire, comme on vous l'a dit, on travaille sur de la gaussienne, c'est de la densité de probabilité, c'est non déterministe. Par contre, on sait qu'on a, comme c'est aléatoire, il va falloir qu'on borne un petit peu tout ça et il va falloir qu'on fasse plusieurs moyennes pour avoir une idée de ce qui se passe, puisque le signal va être susceptible d'évoluer dans le temps, hein, il est pas synchrone. Donc, on va venir chercher de plus en plus tout simplement, les degrés de liberté. C'est un peu l'équivalent de blocs temporels. Et plus on va prendre de blocs temporels pour faire la moyenne, plus on va être juste. Après, il y a une problématique, c'est que si on prend trop de blocs temporels, on est moins réactif puisqu'on va mettre plus de temps. Donc, il faut trouver une bonne moyenne. Ce qu'on va appeler juste, voilà, je mettais également ce qu'on va appeler le degré de liberté, c'est des degrés de liberté statistiques, hein. C'est pas du tout des degrés de liberté structurels ou des degrés de modèles éléments finis. Voilà, juste pour vous donner des petites abacs et une petite information. Finalement, quand on prend que 10 degrés de liberté, on est susceptible d'avoir des niveaux qui vont beaucoup évoluer. Alors que quand on commence à avoir une 150 degrés de liberté, donc un grand nombre de moyen âge, ça peut se comprendre, on a des degrés qui sont beaucoup plus courts. Donc plus on va prendre des degrés de liberté élevés, plus on a une erreur statistique qui va être faible et plus le contrôle sera efficace. Généralement, on recommande un nombre de degrés de liberté autour de 120, enfin pas descendre en dessous de 120 pour ce type d'essai. Voilà, c'est juste, vous verrez, c'est pour expliquer il n'y a pas beaucoup finalement de paramètres à régler, mais ça c'est un des paramètres à régler, donc c'est intéressant de savoir à quoi ça correspond. Moi, je suis tenté de vous dire, vous ne posez pas trop de questions, vous mettez 120 et la plupart du temps, c'est ce qui va passer. Là, on va rentrer plus dans la statistique pure et dure. Maintenant, je vais définir une amplitude. Je vais lui demander une amplitude, mais comme j'ai un signal qui est aléatoire sur un principe gaussien, euh, il, il y a donc une densité de probabilité.
Et bah, plus on s'écarte hein, finalement de ce qu'on va demander, moins on a de chances d'avoir d'échantillons, mais on en a quand même. C'est comme ça qu'on va créer notre signal aléatoire. Donc, hein, plus on prend un sigma qui est élevé, plus on va couvrir finalement l'ensemble des échantillons, sachant que là, ouais, c'est un peu faux d'ailleurs, normalement ça ne retourne pas à zéro, c'est asymptotique, mais ça veut dire que statistiquement, on est capable d'avoir, si on borne pas cette gaussienne, on est capable d'avoir des niveaux, alors très faibles, c'est pas trop grave, mais très élevés. Donc on va finalement finir par la borner. Alors là, je vous montre un petit exemple. Là, on est sur du temporel, hein. Si je crée un signal aléatoire, ben, on voit que si je bloque, le sigma clipping, c'est que je bloque. Si je bloque à 3, ben, effectivement, il me reste encore quelques échantillons, ce qui est normal, hein. On a une densité de probabilité plus faible, des échantillons qui sont un peu plus élevés. Quand on prend un sigma 2, ben, on en a moins, puisque tout simplement, on les a coupés. Voilà. Donc après, il faut trouver la bonne, comment dire, le bon compromis entre avoir un signal qui représente bien la réalité, mais pas non plus avoir la possibilité d'échantillons qui viennent saturer le pot et l'ampli. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un sigma de 3. Voilà. Donc maintenant, ben, on va prendre un cas, on va se lancer sur le système et puis on va prendre un cas typique, vous allez voir, de pilotage. Alors, on va commencer par un cas simple parce que finalement, la plupart du temps, c'est quand même assez simple hein, de faire des essais en aléatoire. Hop, je reprends. Voilà. Donc, je vais faire de l'aléatoire ici. J'ai un petit. Ah, pardon, je ne vous ai pas présenté, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Le cas appliqué, voilà, j'ai un petit pot en fait, hein, tout simplement, avec mon système d'ampli. Là, j'ai même pas mis ma barre supplémentaire. J'ai mon pot avec un système, un accéléromètre, hein. Je ne suis pas allé chercher très très loin. C'est le plus simple comme ça. Donc, ce qu'on va faire ici, comme on peut le voir, hein, en fait, on va envoyer tous les signaux d'un coup. Euh, alors, je ne reviens pas hein, sur l'utilisation du logiciel. Je ne suis pas là pour faire une formation sur l'utilisation du logiciel, mais on va quand même reparcourir une configuration euh, typique de ce qu'on peut faire. Donc, première chose, comme toujours, on vient sélectionner son pot vibrant dans une bibliothèque qu'on peut avoir, donc pour là aussi borner l'essai. Au niveau des paramètres de test, bah, c'est là où ça devient intéressant. Comme je vous ai dit, on a les degrés de liberté. Moi, je mets quasiment toujours degré de liberté 120, moyenne 60 et un overlap de 50. L'avantage de tout ça, c'est que ça va couvrir 99% de vos essais finalement. Là où on va pouvoir changer, c'est le nombre de lignes de la FFT. Je vais diviser mes 2000 Hz hein, parce que je suis allé jusqu'à 2 kHz. J'ai mis 400 lignes et on va bien retrouver finalement un delta F de 5 Hz euh, pour faire ce pilotage et cette mesure. Le sigma clipping dont je vous parlais, c'est celui-ci, c'est le fameux sigma. Je vais me borner à un sigma de 3 et je vous montrerai un petit peu comment ça marche plus tard. Là, on va pas aller plus loin. Là, je fais mon test, hein. J'ai défini un test. Là, c'est un petit pot que j'ai, hein. Bien sûr, vous allez faire sûrement des essais avec des niveaux plus élevés. J'ai un niveau à 1 G RMS. J'ai un petit pot de 20 newtons. Faut pas non plus trop lui en demander. J'ai un signal assez classique, finalement, un profil assez classique euh, en étage avec 3 segments. C'est ce qu'on va retrouver assez souvent sur de l'essai simple. Donc assez facile à faire, hein. On va remplir un tableau avec la fréquence et puis avec l'amplitude. Alors contrairement, comme on est sur du statistique, une fois de plus, contrairement au sinus où moi là je rentrais un signal en G, là on rentre les signaux en G carré par Hertz. Donc toujours pareil, faire attention que la norme vous la donne pas en mètres par seconde carré au carré par Hertz, mais bien en G. Voilà. Sinon, on a quand même un rapport qui peut être assez élevé. Mais globalement, on a notre profil qui est en niveau, hein, en G carré par X, comme vous le voyez ici, et on va envoyer tout le monde en même temps, finalement, tout simplement. Donc là, on n'a plus de principe de balayage, hein, on aura un principe de temps. Voilà, je reviens un petit peu simplement, je vais faire tout simplement un essai. Voilà. Et l'essai,
eh ben, je vais le faire de 120 secondes. Alors, parce que je suis en webinaire, généralement, ces essais, comme c'est des essais qui vont servir à faire de la fatigue, c'est plutôt des essais qui sont assez longs. Généralement, ça peut être plusieurs heures, plusieurs jours. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un client qui fait des essais sur quand même plusieurs mois. Donc voilà, ça peut être assez long. On verra ce qu'on peut faire. Je vais passer assez vite sur tout le reste. Là, il n'y a plus de choses spécialement importantes. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai connecté mon système à tout ça, pardon, excusez-moi pour les oreilles, je vais envoyer mon essai. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va faire, il va contrôler le bon niveau de bruit de fond de mon système, il va contrôler l'essai, il va faire une première montée, puis ensuite, voilà, on va monter. Donc, vous voyez, il va mettre toujours un petit peu de temps, hein, mais c'est beaucoup moins. Parce qu'il y a tout à gérer en même temps, il faut bien le comprendre. Voilà. Mais au bout d'un moment, on va arriver à coller à notre, euh, à notre profil euh, assez rapidement. Et puis, on voit bien hein, qu'on est sur du niveau en GRMS, toujours intéressant de contrôler ce qu'on a en retour par rapport à ce qu'on demande. Avoir une idée aussi du drive pour avoir une idée du profil qu'on peut avoir. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'essai des 2 minutes, mais bah, tout simplement, là, on est en train d'exciter sur un niveau de bruit. Euh, Quand on est prêt, on envoie un rapport. Est-ce que j'ai bien appuyé dessus? Pardon. Voilà, pardon. J'envoie le rapport. Donc là, il stoppe l'essai. Voilà, on est parti, il avait pris les datas, on envoie un rapport et puis on va retrouver l'ensemble de notre rapport comme on a toujours fait. Là, j'avais pas mis de graphe, mais les différents raisons qu'on a, le log et ainsi de suite. Je reviens pas dessus. On a tout ce dont on avait besoin, tout ce qu'il fallait pour faire nos essais. On est sur un système simple. Maintenant, je vais arrêter cet essai-là. Il faut que j'enlève le bip, c'est embêtant. Euh, voilà. Donc, à ce niveau-là, maintenant, on a un profil qui était simple. Vous voyez, on est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va charger un profil un peu plus chevelu, on va dire. Pardon, excusez-moi, test profile. Donc, ça me permet aussi de vous montrer qu'on peut assez facilement importer depuis un fichier CSV des profils. Tac. On peut les importer, hein, c'est du fichier Excel. Et je peux importer, vous voyez, là j'ai quand même pas mal de i, j'en ai 57. Si j'avais les rentrés à la main, c'est pas marrant. Et ça, je l'avais directement importé en fait d'un signal. Donc ça, c'est intéressant aussi. Bon, on va commencer à 11,25, peu importe. J'ai quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus, voilà, qui est pas aussi plat que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc si je me lance comme ça, et que bah, je fais run, je pourrais pourquoi pas très bien le faire. Euh, il va bien sûr toujours faire un petit pré-test rapide. Je vais le cacher. Et vous allez voir que va se poser quand même deux, trois petits problèmes. Alors, en haute fréquence, on est plat, c'est comme tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais là, en basse fréquence, c'est quand même problématique. On est très très loin de ce qu'on demande. C'est pas que le système est mauvais, très loin de là. C'est qu'à un moment, eh ben, j'ai tout simplement, si je prends un curseur, j'ai tout simplement, faut bien le comprendre, là je suis à 15 Hz et le point d'après il est à 20 Hz. J'ai pas une résolution fréquentielle assez forte, enfin assez efficace, donc un delta F assez faible pour pouvoir gérer cette forme. Tout simplement, là, lui, il le fait comme il peut le faire. Hein, on va pas aller chercher plus loin. Donc je vais m'arrêter. Oh, ce bip, c'est horrible. Euh, Attendez, j'essaie de voir si je peux. Bon, j'essaierai de l'enlever pour la prochaine fois. C'est pratique, mais c'est peut être un peu dérangeant. Bref. Donc là, je vais retourner en config. Donc, première chose qu'on va pouvoir faire, c'est dire, bah, j'étais pas assez résolu en fréquence. On est d'accord. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose qui est mieux. Bah, je vais augmenter mon nombre de lignes.
tout simplement. Mais si j'augmente mon nombre de lignes, comme pour tous les autres essais, j'augmente ce qu'on appelle le bloc temporel. Je suis passé à 1,6 secondes. Et vous allez voir, quand je vais relancer mon essai, eh ben, ça va être beaucoup plus long de converger. Je vais pouvoir enlever le curseur, voilà. Alors, l'essai se fait toujours très bien. Pardon. Voilà. L'essai se fait bien, mais vous voyez que c'est beaucoup plus long, tout simplement parce que comme j'ai baissé mon delta F, bah, j'ai augmenté le temps. Donc là, il va mettre beaucoup plus de temps à venir et à converger. Et des fois, sans y arriver tout de suite, tout de suite. Ça, c'est normal, une fois de plus, c'est delta F égale 1 sur delta T, delta T étant le bloc temporel. Voilà, donc si on attend, au bout d'un moment, effectivement, on va finir par toucher. Mais comme on a énormément de niveaux, c'est un peu long. Ah, excusez-moi pour les oreilles, je vais arrêter l'essai. Voilà, on arrive à quelque chose qui est pas si mal, mais bon, c'est un peu long. Alors, je reviens juste maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait finalement, c'est dire, ben, moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une bonne résolution en basse fréquence, mais j'ai pas besoin d'une résolution au pouillem en haute fréquence. Sinon, ça me fait plein de points et puis ça met du temps. Et je voudrais bénéficier d'une bonne réactivité en haute fréquence. Alors, je reviens sur ma présentation. Excusez-moi. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur un système de multi-résolution. Alors ça, autant jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré ici, je dirais que tous les fournisseurs l'ont. Celui-là, tout le monde ne l'a pas. Mais je pense qu'il est intéressant. Et en fait, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est si je prends un delta F de 5, mais on voit qu'on ne peut pas tenir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir faire une multi-résolution, parce qu'en fait, sur la bande de fréquence basse, on va diviser par 8 notre delta F. Mais pas en haute fréquence, que sur la partie basse fréquence. Pourquoi? Parce que en haute fréquence, de toute façon, on arrivera à suivre, même s'il y a des pics, il n'y a pas de problème. C'est surtout en basse fréquence que ça va poser. Donc là, on arrive à avoir quelque chose qui sera très très bon en haute fréquence, mais également en basse fréquence. Vous allez voir, je vous remontre ça. C'est très simple au niveau de la configuration. Je vais revenir moi ici sur un nombre de lignes classique. Par contre, je vais augmenter et je vais appeler ce qu'on appelle la multirésolution. Ça veut dire que jusqu'à 140 Hz, vous allez voir, je vais vous montrer, jusqu'à 140 Hz, je vais avoir 0,625 Hz de résolution. Et au-dessus de 140, j'aurai 5 Hz de résolution, tout simplement. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir quelque chose de réactif en haute fréquence et de juste en basse fréquence. Parce qu'être réactif et être faux, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Là, je vais relancer mon essai. Sûr, il va se relancer. Et vous allez voir, voilà, on voit bien les deux bandes de fréquences finalement qui sont utilisées. Alors, bien sûr que je reste assez, entre guillemets, lent et moins réactif en basse fréquence puisque j'ai diminué mon delta F, mais au moins je suis juste. Je suis juste, je suis propre et je ne viens pas finalement pénaliser ma haute fréquence à cause d'une meilleure résolution sur de la basse fréquence. Et ça, c'est le principe de la multirésolution, des choses qui vont être intéressantes à ce niveau-là et qui vont vous permettre de coller beaucoup plus proche par rapport à ce qui avait pu être fait avant. Donc je vous montre, hein, c'est aussi un exemple, hein, une opportunité de pouvoir vous montrer, si je veux comparer avec d'autres essais, je prends l'essai que j'avais avant. Je regarde en fréquence. Ça, c'était mon essai d'avant. Hop, drag and drop et je le vois ici. Donc l'essai en violet, c'était l'essai où j'avais 3200 lignes partout. Voilà. Alors le bleu, là, il va finir par redescendre hein, gentiment par rapport à ce qu'on demande. Au bout d'un moment, ça va redescendre. Voilà. Si je voulais être un peu meilleur, je pourrais mettre 800 lignes, par exemple. On arriverait à être encore meilleur. L'avantage, c'est d'avoir quelque chose qui est juste et qui est efficace. Voilà. Donc ça permet de voir un petit peu que simplement, hein, on va pouvoir faire des essais en aléatoire très simplement.
tant qu'on est plat. Et quand on n'est pas plat, enfin relativement plat en profil, il existe des outils qui nous permettent vraiment de venir compenser ces, ces problèmes de résolution fréquentielle et d'avoir quelque chose, vous le voyez, de beaucoup plus propre à ce niveau-là. Voilà. Désolé pour les oreilles, ce sera la dernière fois. Voilà, c'était pour vous montrer. Et puis à la fin, on récupère tout ça. Une dernière petite chose que je voulais vous montrer, quand on fait de la mesure fréquentielle comme ça, enfin de la mesure large bande, de temps en temps, il est intéressant de venir caractériser. Parce que quand on fait des essais pour venir fatiguer une pièce, on va vouloir voir absolument ce qui va se passer. Et ça peut être intéressant de venir faire des caractérisations au cours de notre essai, surtout quand on a des essais assez longs. Alors que c'est largement, c'est pas, pardon, c'est pas un essai de caractérisation. Donc, ce qui va pouvoir être, excusez-moi, ce qui va pouvoir être intéressant, je vous le montre juste comme ça, c'est de pouvoir venir faire ce qu'on appelle des séquences. Et donc, en fait, je vais avoir la possibilité de finalement faire un balayage sinus que je vais boucler finalement avec un random et que je vais pouvoir faire tourner dans une boucle. C'est-à-dire que si par exemple j'avais un essai en random qui devait durer 10 heures, je vais le faire durer que 1 heure, mais je vais le boucler 10 fois. Et à chaque boucle, je ferai un balayage sinus. Et ça se fait automatiquement. Donc, vous pouvez lancer l'essai pendant la nuit ou ainsi de suite. Ça le fera. Et comme ça vous permet d'avoir, au fur et à mesure de votre fatigue et de votre essai, d'avoir une idée de la caractérisation du produit, donc éventuellement d'aller revérifier des fréquences de résonance qui auraient pu bouger, et ainsi de suite, tout en faisant de la fatigue. Vous avez quand même fait les 10 heures, mais en même temps, vous avez caractérisé. Voilà, c'est des petits essais de séquences qui peuvent être intéressants à ce niveau-là. Voilà, c'est pareil, ça, on n'est pas les seuls à l'avoir, mais c'est intéressant de le noter. Ok, donc maintenant je reviens un petit peu sur, pardon, sur les solutions hein, qu'on va pouvoir utiliser. Je passe rapidement. Voilà, il est intéressant d'avoir des systèmes de pilotage en fonction du nombre de voies. Hein, n'hésitez pas à venir nous demander. Donc voilà, ici aujourd'hui on a fait ce qu'on appelle le random, qu'on appelle aléatoire, largement broadband. Prochain webinaire, ce sera sur les chocs et sur ce qu'on appelle le SRS ou le SRC, qui est le spectre de réponse au choc. Je vous en parlerai un peu plus longuement. Donc ça sera début juillet. Voilà, pour vous dire, on a voilà, tout ce qu'il faut. S'il faut faire comment dire, des chambres climatiques, on a également des chambres climatiques à mettre sur les systèmes, il y a aucun souci. L'avantage, c'est qu'elles sont directement pilotées par le système, donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. En termes d'accompagnement, je voulais vous parler de notre laboratoire, hein, si on a des besoins. On n'est pas là que pour effectivement aussi vendre du système, on est aussi là pour faire de la prestation de service. Donc, il faut savoir aujourd'hui, on est équipé de 6 vibrateurs, 6 enceintes thermiques, avec des forces qui sont quand même assez élevées, jusqu'à 65 kN. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce laboratoire, c'est également notre vitrine, puisque si vous voulez venir voir comment fonctionnent les pots vibrants, les systèmes de pilotage, on utilise tout ce qu'il faut. Et d'ici quelques mois, on aura un 75 kN, hein, donc on augmentera 10 kN notre capacité et une certification COFRAC sur les essais. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir faire des essais type COFRAC directement chez nous. Donc on est basé sur la région de Vienne, hein, pas très loin de Lyon. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous demander si vous avez des besoins. Voilà. Au niveau des prochains webinaires, comme on l'a dit, donc là on avait fait le mode aléatoire avancé. Le prochain, ah non, pardon, les deux prochains, excusez-moi. Le prochain, ce sera sur le SRC, donc les chocs et le spectre de réponse au choc. Assez intéressant aussi de voir comment on caractérise tout ça. Ça permet de faire des essais vraiment intéressants. C'est souvent assez tordu au début, mais en fait, ça se fait assez bien. Puis ensuite, on verra les modes combinés. Donc là, quand je vous ai dit tout à l'heure, on fait de l'aléatoire pour les bruits aéroliques et puis du sinus pour le moteur. Bah, bien sûr, quand un véhicule roule, il a les deux en même temps. Donc on va typiquement pouvoir faire des modes combinés. Et puis également ce qu'on appelle le suivi de résonance qui se fera en septembre. Bien sûr, si vous avez des questions d'ici là, surtout n'hésitez pas. À aucun moment, voilà, hésitez sur ce type d'essai.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez pu apprendre un peu plus des essais en aléatoire, en broadband, en large bande. On a plein de noms pour ce type d'essai. Rien de problématique. Faites toujours bien attention au nombre de DOF, hein, au moins en mettre 120, des degrés de liberté. Mettez toujours enfin toujours un sigma de 3. Ça sert à rien de prendre des sigmas trop hauts ni trop faibles, sinon vous n'êtes pas juste. Et puis dans le cas de, on va dire, de profils un petit peu plus poilus que les profils classiques, bah, n'hésitez pas à, au minimum, augmenter vos nombres de lignes, même si bien, vous allez être un peu plus lent. Et si vous avez l'option avec votre fournisseur de système de pilotage de pouvoir faire de la multi-résolution, c'est quand même très efficace et ça marche très bien pour ce type d'essai. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre attention. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra au plus vite sur une démonstration ou sur des stands ou dans nos propres laboratoires d'essai. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Puis je vous invite bien sûr à poser vos questions ou à me faire un retour. Ce sera avec très grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.